Alors, on était donc sur le premier sujet qui concerne le continent et la résurgence des maladies des mains sales. Pascal Bédia, vous avez voulu insister sur l'éducation par l'exemple. Oui, l'éducation surtout, parce que c'est un problème d'incivisme. C'est un problème d'incivisme. Mon camarade, mon concitoyen, Soussou parlait tout de suite du sommet de l'État qui doit donner l'exemple. Je me dis également que tous ceux qui participent à animer la politique dans ce pays-là doivent quand même concourir à cela. Ah oui? Il faut pas que le débat soit seulement politique. Il faut avouer que le côté social n'est pas vraiment le fort des politiques. La préoccupation des politiciens, non, pas du tout. Le débat est politico-politicien. Quand vous êtes appelé à gérer un jour un pays, vous devez en tenir compte. Ce débat-là sur les maladies des mains, tout ça là, je crois que à l'Assemblée, les députés de l'opposition peuvent dire quelque chose de leur mot. Oui. Quand on voit au niveau de la ville, les gens jettent des ordures partout, les députés de l'opposition peuvent eux-mêmes initier certains projets pour assainir la ville. Pourquoi pas? Nous voulons que tout le monde concourt, tous les citoyens doivent concourir vraiment à ce que ce pays-là puisse avancer. Il ne faut pas penser seulement que c'est l'autorité, c'est le gouvernement. Non, pas du tout. Il faut qu'on se l'enlève de la tête. C'est très important. Et puis, il n'y a pas que le choléra. Il y a une maladie très fréquente que nous voyons tous les jours, c'est la fièvre typhoïde. À la fièvre typhoïde, il y en a plein. Nous demandons un test qu'on appelle le sérodiancide de Vidal, qui est positif tout le temps. Donc, les gars prennent fièvre typhoïde. Et ça, c'est des trucs, ils achètent des salades, c'est mal lavé. Les plats ne sont pas bien faits, l'eau n'est pas propre. Quand vous allez voir une vendeuse de riz dehors, il a que un seau d'eau. C'est dans le même seau d'eau là qu'il lave tous les plats qu'il sert. Après, il lave. Et il n'y a pas de réserve, il n'y a pas d'eau de réserve. Et ça aussi, c'est fait. Il y a les amibes. On a énormément. Si vous faites les sels sur 100 Togolais, vous allez voir que peut-être au moins 10 à 15 ont des amibes. C'est truffé d'amibes. C'est truffé d'amibes. Donc, l'amibiase, le choléra, ça c'est quand ça arrive que c'est chaud. Mais la fièvre typhoïde et les parasites ordinaires, il y en a plein. Nous faisons l'examen de sel, c'est la copologie, mais au moins 30% des Togolais sont porteurs de parasites. Non, je voulais dire à mon concitoyen que je suis parfaitement d'accord avec lui. Je ne trahis pas les idées des sentinelles. Vous savez, moi, j'appartiens à un groupe politique, j'ai une politique qu'on appelle les sentinelles de la République. Vous savez, nous avons proposé, par exemple, qu'on fasse la loi... les statuts d'ancien président de l'APSEMU. Alors, nous avons dans notre programme, par exemple, pour les prochaines élections, où nous avons une plateforme nous demandant à toutes les formations politiques qui vont s'engager, qu'après les meetings, qu'on insère dans les choses que j'ai, là où les gens se retrouvent, à la fin, que les gens prennent les... Ils ramassent les ordures. Nous avons ce programme-là. Voilà. Nous avons même ce programme-là pour demander dans les écoles même, les équipes de football, par exemple. C'est vrai que par exemple, au stade omnisport, quand on joue le match, il y a des gens. Mais ce geste-là, ça va changer le comportement. On demande aux gens, après le football, par exemple, le match Togo, tout ça là, mais les cités qui sont, que vous soyez ministre ou pas, prenez ce que vous avez jeté. S'il y a les choses, mettez. Et que plus les enfants qui sont envahis, ils observent. Il faut qu'il y ait un changement. Et donc, nous sommes parfaits. Donc, après, par exemple, un meeting de l'opposition ou une marche de l'opposition, nous devons être en mesure de dire, nos militants, aussitôt avant de partir, ramassons les ordures, ramassons les cailloux. Et en marchant, ne jetez pas les choses à Voilà, nous sommes parfaitement d'accord. Donc, nous sommes dans la construction du pays. Mais nous disons que nous avons nos idées, mais au sommet de l'État, ceux qui sont dans les 4-4, tout le monde vise le sommet de l'État, mais à un niveau plus bas, rien n'est fait aussi. Voilà, c'est ça. On va changer maintenant de sujet. On vient maintenant sur la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a tranché. Il n'y aura ni report des élections locales d'octobre, ni réforme de la commission électorale indépendante dans l'immédiat. Le chef de l'État douche ainsi les espoirs des partis d'opposition, dont le PDCI, l'ex-allié de la coalition au pouvoir, qui dénonce une CEI aux ordres de la présidence. Dans sa déclaration faite mercredi à Abidjan, juste après son retour du sommet Chine-Afrique de Pékin, le président Ouattara a raconté son tête-à-tête le 8 août dernier avec Henri Konan Bédié, le président du PDCI, soit 2 jours après la désormais célèbre allocution du chef de l'État. Et Alassane Ouattara dit, je le cite, « Je lui avais bien dit que la réforme de la composition de la commission électorale indépendante concernait l'élection présidentielle de 2020. » Docteur Iou, qui ment?
parmi les deux hommes. Oh, ça, je ne peux pas dire qu'il ment parmi les deux hommes, mais en tout cas, le problème en Afrique, c'est qu'il faut qu'on respecte les tests. On a dit ça plusieurs. Une fois que vous avez fait les tests, il faut les respecter. Il faut bien les lire, parce qu'on a l'impression que même les hommes politiques ne lisent pas bien les tests. Vous avez un code électoral, vous lisez le code électoral. Et c'est pendant que vous êtes à l'Assemblée, opposition au pouvoir, que vous pouvez toucher à ça. Vous pouvez faire des réformes constitutionnelles en amenant les choses par vote à l'Assemblée. Il faut chez nous 4/5e. Si ça ne passe pas, c'est le référendum. Mais tout le temps, vous devez lire. Nous qui sommes moi je suis médecin, allergologue, dermatologue, allergologue, mais je ne peux pas me vanter, mais je maîtrise peut-être mieux la Constitution et le code électoral que plusieurs leaders politiques. Puisque des fois, quand certains interviennent, tu te demandes, mais est-ce qu'il a lu ce passage? Et il y a des coquilles dans la Constitution même que nous avons actuelle que les gens ne relèvent pas. Et c'est ça qui est dramatique. Une fois que vous lisez les choses correctement, vous pouvez le corriger à l'Assemblée quand vous allez. Mais si vous... Je ne sais pas si dans la Constitution ou le code électoral, il ne voit rien, ce qui est prévu. Et puis, il ne faut pas que les gens croient qu'on peut changer les choses comme ça. Il faut que la... Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est quand même ce qu'il demande, la recomposition de la CEI, c'est quand même, comment dire, une demande justifiée, puisque le président même de cette CEI, qui est censé faire 6 ans, a déjà dépassé son mandat depuis au moins 2 ans, mais est toujours au poste. Oui, mais c'est ce qu'on reproche à toutes les oppositions. Où est-ce qu'ils étaient? Ils ont laissé le président de la République comme au Zaïre, enfin au RDC, ou un membre de la CENI qui a dépassé son mandat de 2 ans. Pendant ce temps, qu'est-ce que les membres de l'opposition faisaient? Ils n'ont pas interpellé la ministre, ils n'ont pas déposé une motion de censure. Entre parenthèses, au Togo, depuis 5 ans, il n'y a eu aucune motion de censure faite pour le gouvernement. Ça veut dire que donc, tout va bien. En politique, c'est ça que ça veut dire. C'est à croire que cette procédure n'existe pas. Non, c'est une procédure qui existe. Mais le problème ne consiste pas à ce que la motion de censure passe parce que vous êtes minoritaire. Mais la motion de censure permet à tout le peuple de savoir ce qui ne va pas. Tout le monde, et c'est en public. Tous les diplomates sont là. En 5 ans, il n'y a jamais eu motion de censure contre le gouvernement. Ça interpelle même les ministres, puisque c'est public. Alors, c'est ça. Pascal Bédjéa, quand on écoute le président Ouattara qui dit « je lui avais dit tel », alors que Henri Konan Bédié a dit autre chose. Konan Bédié a dit « moi j'ai demandé au président qu'il y ait qu'il y ait recomposition de la CEI et qu'il a accepté ». Mais le président dit « il n'a jamais été question de ça. Je lui ai dit ça sera recomposé, mais pour 2020 ». On utilise les propos politiques pour des intérêts personnels. Samuel, tu as posé une question qui ment parmi eux. C'était une très belle question. Le politique a toujours menti. Le politique a toujours menti. Et puis en Afrique, ici, nous croyons que faire la politique, c'est mentir. Et nous mentons tout le temps. Il y en a qui définissent la politique comme l'art du mensonge. L'art du mensonge. Et c'est ça. C'est cette définition que nous avons prise. Et nous la mettons en pratique. C'est ça. Mais la politique, c'est faire tout pour assurer le bien-être de la population. Oui. C'est ça. Le premier objectif. C'est le premier objectif. Voilà. C'est beau. Aujourd'hui, on crie les oppositions en Afrique. Les oppositions montent toujours au-dessus en Afrique. Ah oui. Particulièrement son excellence Alassane Ouattara. Moi, je suis un baboïste. Je suis fortement baboïste. Ce que Ouattara reprochait à Gbagbo, c'est ça qu'il est en train de faire actuellement. On a reproché à Gbagbo de bloquer l'avancée de la démocratie en Côte d'Ivoire, alors que Gbagbo, c'était lui l'opposant qui a bousculé en fait dans le temps. Ah oui. Mais quand il a pris le pouvoir, on ne lui a pas donné l'occasion de diriger. Automatiquement, c'est des rébellions ici, patati patata. On sait qui était derrière. On sait qui était derrière. On sait qui était derrière. Je ne veux pas parler, mais tout le monde sait ce qui était derrière. On t'a compris. Vous comprenez. Mais aujourd'hui, les donneurs de leçons, ce sont eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Regardez ce qu'ils font. Et d'abord, ils ont fait un semblant d'union avec l'ancien président Bédié. Voilà. Et c'était d'accord qu'ils ont fini pour éjecter Gbagbo. Une fois que Gbagbo est éjecté et que le roi est assis sur le trône, eh bien, il a oublié les accords qu'il a fini avec Bédié. Aujourd'hui, c'est une scission entre les deux formations. Les officistes, on se demande si ça c'est un leurre. J'aimerais Soussou, est-ce que Henri Konan Bédié aussi n'est pas dans
dans la rêverie en croyant que j'ai demandé tel au président Ouattara et puis je l'obtiendrai. Non, c'est un grand politicien. Pas... Avant de répondre à votre question, je voudrais rebondir sur l'analyse de mon concitoyen. C'est vrai que quand vous replongez un peu dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, et notamment l'engagement de M. Gbagbo, quand nous avons cherché à comprendre, il s'est avéré qu'il fut des moments, il avait été même contacté pour faire ce qu'a fait Alassane Ouattara. C'est-à-dire quand il s'opposait au président Fatou-Fani, des propositions lui avaient été faites pour qu'il détruise la Côte d'Ivoire et qu'il prenne le pouvoir. Et qu'il avait refusé. Oui. Si vous fouillez, vous allez voir. Oui. Il a refusé la voie de la violence. Il a refusé ça. Oui. Et quand il était au pouvoir, c'est lui qui a ouvert. Vous voyez, d'abord, lui-même, il a fui le pays à cause de Pitié. Et c'est sous Gbagbo que Ouattara est revenu. C'est lui-même qui a ôté le concept d'ivoirité, qui empêchait à Ouattara de... Voilà. C'était Bédié. C'était Bédié qui a inventé ce concept-là. Alors, Ouattara rentre en Côte d'Ivoire. Et bon, voilà, les problèmes naissent. Il choisit la voie de la force. Même si mon concitoyen veut être diplomate, il choisit la voie de la force. Mon collègue, il faut dire. Choisit la voie de la violence, il est au pouvoir. Mais le nœud du problème, parce qu'il faut être quand même si on dit la politique comme moi je ne crois pas. C'est pour cela que nous souhaitons de façon positive le renouvellement de la classe politique. Parce que vous êtes peut-être idéaliste. Non, pas idéaliste. Il faut des jeunes. Non, même si on ment, vous l'avez dit, la politique c'est pour le bien des gens. Oui. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est le problème de conservation du pouvoir. Vous savez, cette histoire-là, la CI, d'abord dans sa composition, je ne sais pas si vous avez vu comment la CI est composée. C'est depuis les accords de Bakossis. Cette histoire-là. Et tout récemment, quand il y avait les problèmes, le président Ouattara lui-même a fait un discours dans lequel il disait qu'il était important de revoir ce problème-là. Vous savez, pendant qu'il était, le président Ouattara a pris le pouvoir, Gbagbo, comme vous êtes basé, ils n'ont jamais pris part aux élections. Ils ont toujours boycotté. Et pour cause, ils ont parlé des problèmes qui sont en train de... c'est ça. Alors, sous Gbagbo, contrairement à ce que fait Alassane Ouattara, la politique de Gbagbo permettait à ce que même les communautés puissent être considérées un peu partout. C'est ça. C'est comme ça qu'il faisait. Mais la loi, les problèmes qui naissent maintenant en Côte d'Ivoire, vous voyez qu'il y a une certaine ségrégation. Il y a certaines villes, certains quartiers qu'on considère, qui ont les mêmes, par exemple, la même démographie, qu'on donne des avantages, qu'on laisse les autres, tout ça. Donc, les Gbagboïs, ils dénoncent tout ça. Mais en ce qui concerne même le problème de la CI, il y a eu condamnation de la Cour. La Cour africaine des droits de l'homme a reconnu que c'est une CI déséquilibrée et qui avait fait injonction au gouvernement de procéder. Alors c'est sur cette base-là même que Ouattara a fait tout récemment. Le président Ouattara a fait le discours pour dire qu'il fallait donc recomposer. Mais quand cela ne tient, ils sont allés aux négociations. Vous savez que Ouattara souhaitait le parti unifié en Côte d'Ivoire. Voilà, ça n'a pas marché. Voilà. Vous savez qu'actuellement, le président actuel de l'Assemblée nationale, M. Soro, a dit qu'il souhaite aller à la CPI pour demander pardon à M. Gbagbo. Vous savez que la femme de Gbagbo a été libérée. Les forces politiques sont en train de se reconstituer. Il ne faut pas être étonné demain de voir le président de l'Assemblée nationale se rapprocher de Madame Gbagbo. Vous voyez, donc Ouattara est en train de... Quand on parle de mentir, en fait, il y a des non-dits. Et dans les non-dits, là, quand ils ont pris le pouvoir, c'était même dit qu'après 2 mandats, il allait passer le pouvoir. Donc actuellement, il y a un feu, il y a une poudrière en Côte d'Ivoire. Nous ne souhaitons plus qu'il y ait la voie de la... Alors, est-ce qu'on n'est pas aussi en Côte d'Ivoire dans ce débat qu'on fait, et ce sempiternel débat d'une commission politique, au lieu d'avoir simplement une commission technique comme à la ghanéenne, et on évolue. Oui, mais même depuis le gouvernement de transition, on avait donné l'exemple des Ghanéens qui ont quand même réussi à faire des tests, parce que la CENI, ce qui arrive actuellement, c'est ce qu'il a bien dit. Il y avait un accord entre dans ce qu'on appelle les oppositions, c'est-à-dire Alassane Ouattara et Bédié, que à la fin du mandat de Ouattara, ce sont les Bédié qui vont aller. Maintenant, ce n'est plus ça. Et maintenant, ce qui dit est juste maintenant, Guillaume Soro veut aller à la CPI pour demander pardon pour Gbagbo, c'est pour calmer Ouattara. Et il y a une bouillabaisse peut-être positive, parce que
tout est recomposé maintenant. Donc, il suffit que Mme Gbagbo se présente à la présidentielle, ou bien qu'il soutienne Guillaume Soro, pour que tout change. Donc, vous aurez 3 grandes voix, les gens de Ouattara, les gens de Soro, les gens de Bédié et les gens de Gbagbo, qui sont quand même très populaires, c'est très nombreux. Donc, une association, gens de Gbagbo et gens de Bédié, c'est possible. Une association entre les gens de Soro et les gens de Gbagbo, c'est possible. Oui, c'est possible. Maintenant, Alassane Ouattara est un peu seul, parce qu'on ne voit pas, il ne peut plus s'allier trop avec Soro, parce que ça ne va plus trop entre eux. Il ne peut plus s'allier avec Bédié. Non, il ne peut pas. Les gens de Gbagbo ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Ils se disent, bon, de toute façon, personne n'est d'accord avec Ouattara sur le fait que dans toute cette affaire-là, il n'y a qu'un camp qui a été jugé. Et c'est la première fois. J'ai interrogé plusieurs juristes qu'on voit quelqu'un qui aurait commis un crime et qui moisit pendant 6 ans, 7 ans, 8 ans, je crois, sans être jugé à la cour pénale. C'est pour ça qu'on doit libérer M. Gbagbo immédiatement. Ce n'est pas possible. Même quelqu'un qui a fait un meurtre, on l'a pris, la main en train, il a assassiné quelqu'un en flagrant délit, il ne va pas rester 8 ans en prison sans le juge. Ça n'existe nulle part. Et je voudrais, avec votre monsieur, dire que, vous savez, par rapport à ce qui se passe, et nous sommes inquiets parce que si M. Ouattara va, il revient, c'est-à-dire qu'il dit ceci, après il recule. Nous avons peur que sa décision de dire qu'il ne va pas se représenter en 2020, qu'il revienne sur ça. Or, s'il prend la décision de dire, bon, en fait, j'avais dit ça, mais je pense qu'il faut revenir là-dessus, cela va compromettre la chance de voir en Côte d'Ivoire cette nouvelle génération-là de politiciens. Vous savez, Guillaume Soro devient désormais comme un élément incontournable. Dans la phrase de M. Ouattara qui avait dit qu'il faudra faire en sorte que des nouveaux hommes apparaissent en Côte d'Ivoire. Et du coup, quand il a fait ce discours, on n'apparaît pas en politique comme ça. C'est-à-dire que, bon, il faut faire du chemin. Voilà, il faut faire du chemin. Donc, celui qui est en vue, probablement, ça va être Guillaume Soro. Donc, Guillaume Soro prépare ses armes. Donc, comme je l'ai dit, M. Gbagbo est toujours à la CPI, il a dit. Demain, il faut que M. Gbagbo quitte la CPI. Donc, les cartes sont en train d'être jouées. Mais si M. Ouattara n'est pas courageux pour aller au bout de sa logique, j'ai peur que la Côte d'Ivoire ne retombe encore une fois dans les travers. Et je crois que cette dynamique qui devait être enclenchée avec une nouvelle génération qui allait prendre le pouvoir risque d'être... Et comme on sait qu'en Afrique, il y a contingent, j'ai peur que les gens... On ne va pas faire le... Pascal Bédéa, il y a quand même quelque chose d'inquiétant, c'est quand le président dit qu'il n'y aura pas de réforme de la CEI avant 2020. C'est comme si c'est lui qui décide en oubliant tous les tests qu'il y a et l'injonction même de la Cour africaine des droits de l'homme. Et le Parlement. Même le Parlement, le Parlement. Même s'il est majoritaire au Parlement. Il doit tenir compte quand même de la vie du Parlement. Oui, du Parlement. Mais quand nous disons que ces institutions ne sont pas indépendantes, c'est la preuve palpable. Parce que la CEI, c'est comme la CENI chez nous. On va écouter Pascal Bédéa d'abord. Comment un chef de l'État peut prendre sur lui la responsabilité de dire qu'il n'aura ni composition, ce sont les velléités de conservation du pouvoir. C'est ce qu'il a dit. C'est clair. C'est ça. Ce sont les velléités de conservation du pouvoir. Ce que ce dont Ouattara accusait Gbagbo, il le fait. C'est ça qu'il fait actuellement. C'est ça. Moi, il me posait la question sur l'avenir de M. Ouattara. Je me suis dit, quel serait son avenir? 10 ans, ça passe. Ça passe vite. Ça passe très vite. 10 ans, c'est en train de passer actuellement. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Qu'est-ce qu'il réserve pour la Côte d'Ivoire? Il aurait mieux fait de s'allier avec Bédié. Et l'accord qu'il avait signé avec Bédié, il aurait dû respecter cet accord-là. Et cela ça aurait couvert quand même, ça aurait été bénéfique pour lui. Mais le fait de ne pas respecter, des erreurs de cause, il va je vous dis qu'il se met sur vraiment une voie qui risque de plonger encore la Côte d'Ivoire. Vraiment. Il y a quand même une réalité, c'est que les partis au pouvoir poussent des ailes et le RDR a poussé des ailes et sera difficile aussi à renverser facilement. Non, mais bon, si ça s'émiette, parce que ce que vous avez dit, il se peut que M. Ouattara revienne sur sa décision. Il va se présenter. Soro va dire, bon, je vais me présenter. Bédié est déjà candidat. Et maintenant, les gens de Gbagbo vont se présenter. Vous aurez donc 4 camps. Et maintenant, ça dépendra maintenant des alliances.
si Soro s'approche des gens de Gbagbo, ils auront une majorité. Ouais. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est clair. Et je crois que Soro étant très intelligent, et monsieur et madame Gbagbo aussi très intelligent, s'ils s'accordent pour se partager les choses, ils peuvent gagner. Le prochain président peut gagner s'il y a des accords. Mais encore faut-il que ces accords soient respectés. Moi, je pense que dans tout cela, c'est Ouattara qui va partir perdant. Oui, actuellement, la manière de la recomposition de la classe politique, de la scène politique ivoirienne, il y a comme l'impression que c'est Ouattara qui va sortir perdant. Mais c'est lui-même qui a quand même décidé cette redistribution des cartes en libérant Simone aussi. Ah oui, ben, il a libéré. Il ne pouvait pas faire autrement. Il connaît aussi ses calculs, là. Il n'est pas dupe. Non, je crois qu'il n'a pas prévu parce que on va libérer Gbagbo. On va le libérer. Donc, je crois qu'il a voulu faire libérer sa femme avant qu'on libère Gbagbo. Parce que si Gbagbo était libéré avant, ça compliquait encore plus les choses. Alors, ça veut dire que dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, le jeu politique est essentiellement dessiné par le FPI. Oui, bon, un peu. Un peu. Mais parce que si je pose la question ici, c'est qu'on a vu, malgré le boycott, quand le FPI appelle au boycott, c'était un vrai boycott. On avait des taux de participation à peine de 30%. Claire, ce parti conserve son poids. Bien sûr. Et ils ne veulent plus. Et je ne pense pas qu'ils sont dans la logique de boycotter encore. Ils sont en train de calculer pour voir comment ça va se passer. La libération de Mme Gbagbo n'est pas fortuite. Quand le docteur, avec tout le respect, il dit qu'il n'a pas prévu. Ouattara a fait des il veut partir malgré lui, en fait, c'est ça. Parce que n'oubliez pas que dans la crise togolaise, le président Ouattara sont ceux qui ont été dépêchés ici. Et ils ont proposé qu'on renforce au moins la CENI, même si les gens disent qu'on a dit de ne pas la recomposer. C'est à travers, et ils ont fait le même. Comment lui-même il retourne chez lui, il dit on ne touche ni la date des élections ni la CENI. Voilà. Donc, alors ça vous dit que c'est des enjeux politiques qui sont là-bas. Donc pour moi, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est une poudrière politique. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas le Togo en ce sens que le Togo, nous, on choisit la voie pacifique. En Côte d'Ivoire, les armes peuvent crépiter à tout moment. Et nous savons bien qu'actuellement, on a même entre-temps découvert les caches d'armes, tout ça. Ouattara en a. Peut-être c'est le pauvre Gbagbo. Peut-être c'est le pauvre Gbagbo qui n'en a pas. On n'en sait rien. On n'en sait rien. On n'a jamais choisi la voie des armes. Maintenant, alors, Gbagbo et Guillaume Soro, ce n'est pas un enfant de cœur. Même si aujourd'hui, il souhaite. C'est un chef de guerre. C'est lui qui a fait Ouattara. Financé par Ouattara. Alors, donc, la peur aujourd'hui, c'est qu'il y ait une guerre qui s'éclate entre Guillaume Soro lui-même. Si Ouattara ne veut pas faire attention, parce que lui, il l'a porté. Et je l'ai dit tout à l'heure que si vous replongez dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro était avant avec Gbagbo. Oui, bien sûr. Avec les blés. Avant de basculer pour Ouattara. Et donc aujourd'hui, il voit son avenir politique. Il sait que son mentor, c'est Gbagbo et les choses. Il sait le poids de ce parti-là. Il sait que s'il va faire mea culpa, s'il a l'onction de Gbagbo, beaucoup de choses peuvent changer en Côte d'Ivoire. Et surtout que c'était l'enfant de Gbagbo entre griffes, le papa voilà. Donc, et si on lui accordait le pouvoir, beaucoup de choses peuvent sortir. Même si Gbagbo ne sort pas avant, si Guillaume Soro a le pouvoir en 2020, Gbagbo sortira de la journée. Alors, ça veut dire les craintes pour une Côte d'Ivoire qui va basculer sont très fortes. Ah oui, absolument. Actuellement, tout le monde doit être inquiet. Parce que lorsqu'on voit les débats en Côte d'Ivoire actuellement, c'est chaud. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Et bon, la France qui a mis Ouattara, qui a placé Ouattara au pouvoir, il faut qu'on le reconnaisse. C'est la France qui l'a catapulté là-bas. Ouais. Elle doit intervenir pour apaiser la tension. Avec l'aide de beaucoup de, pour ne pas créer encore avec l'aide de beaucoup de pays africains. Et je me pose toujours la question de savoir si nous avions nous aussi une main là-bas. Mais voilà, c'est ça. Je n'ai pas fait l'affirmation, je dis on va marquer. Si mon ami dit c'est la France l'a mis là-bas, nous savons que beaucoup de pays africains ont été militarisés, ont attaqué Gbagbo. Quels sont ces pays-là? Il faut que demain l'histoire se tue aussi, c'est responsable. D'accord, on va marquer maintenant la pause, elle sera la grande, et puis on revient après le journal. D'accord.